Mon invité du jour est un développeur. Passionné des nouvelles technologies, il développe des sites internet, des logiciels et des applications mobiles en freelance depuis plus de 15 ans. L'un des experts du domaine les plus reconnus à Kinshasa, c'est un autodidacte qui offre ses services à beaucoup d'entreprises de la place. Alors, on est prêt? Et action! Je pense que nous vivons une époque fantastique. Je sais que Newton, Mozart auraient dit la même chose pour leur époque. Mais la nôtre est vraiment fantastique parce que si on doit partir sur le concept du savoir, de la connaissance, nous n'avons jamais eu dans l'histoire de l'humanité une connaissance aussi démocratisée, aussi vulgarisée, aussi à la portée de tous qu'aujourd'hui. La connaissance a toujours été quelque chose de mystérieux, de caché, de mystifié. Il fallait appartenir à une société secrète, il fallait être membre d'une loge. Bref, personne n'a jamais été enclin, à l'époque comme aujourd'hui, à diffuser la connaissance, à diffuser l'information, à la mettre à la portée de tous. L'information était le pouvoir. Elle est toujours le pouvoir, dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, nous vivons une époque merveilleuse parce que tout le monde peut, avec un minimum d'efforts et très peu de moyens, entrer en contact avec le savoir humain, les techniques, la façon de faire les choses. On a un tutoriel aujourd'hui sur tout. Vous allez sur YouTube, on vous apprend même à changer la roue de votre vélo. Vous n'avez jamais fait de la voile sur un yacht, vous pouvez l'apprendre en une semaine. Donc nous vivons quelque chose, c'est pour moi quelque chose que nous n'estimons peut-être pas à sa juste valeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, tout le monde a accès à l'information, à toute l'information qui est quasi disponible. Mais je regarde la RDC, notre société actuelle, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un décalage avec les avancées technologiques dans le monde, et surtout dans le monde occidental et peut-être l'Asie, qui sont ultra poussées. Mais est-ce que tu penses que notre société aujourd'hui, elle capitalise au maximum, elle maximise sur ce qu'elle pourrait faire des nouvelles technologies? Il faut dire que nous sommes malheureusement à la traîne, comme sur beaucoup d'autres techniques avant les antiques. Il y a eu d'autres techniques, il y a eu la physique, la chimie, la médecine, des découvertes avant-gardistes. Nous ne les avons pas faites, mais nous avons pris un des wagons sur le train pour essayer de nous adapter. Nous avons des domaines où, par exemple, si vous prenez en chimie, jusqu'aujourd'hui, en chimie, nous restons à la traîne sur certains domaines. Il y a des produits que nous ne faisons pas ici. Même le plastique, nous ne produisons pas de plastique sur place. Donc, les nouvelles technologies ont été introduites à une époque où le pouvoir d'achat, parce que les nouvelles technologies sont vraiment liées au pouvoir d'achat, n'a accès à l'information que celui qui a accès à un des volets de ces nouvelles technologies, qui est l'Internet. Oui, nous sommes à la traîne. Non, nous ne profitons pas, nous ne maximisons pas, nous ne capitalisons pas là-dessus, parce que nous ne sommes pas formés. Nous ne voulons peut-être pas nous former, nous en parlerons plus tard, parce que nous utilisons, si on doit revenir sur le taux de pénétration d'Internet ici en République démocratique du Congo, il varie entre 5 et 8% au jour d'aujourd'hui. C'est une avancée faramineuse pour nous à notre niveau, mais à l'échelle d'autres pays, c'est encore c'est infinitésimal. Et je crois avoir lu, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai lu que, par exemple, la ville la plus connectée au monde, c'est Séoul, avec un taux de pénétration d'Internet de peut-être plus de 99%. Ou quasi 100%, plus de 90% en tout cas, et 5%, 5 à 8%, c'est... Ces technologies-là ont une partie, enfin, c'est comme toute l'informatique, il y a la partie software et la partie hardware. La partie hardware est basée sur un matériel, et ce matériel a un prix. Donc, pour bénéficier de cette technologie, qui est une technologie logicielle, mais qui tourne sur du matériel, il faut posséder le matériel. Il faut donc avoir les moyens d'acheter ce matériel pour pouvoir être un acteur du monde du numérique. C'est pas seulement du monde de l'Internet, parce que même celui qui crée des affiches avec Photoshop, qui crée des images de synthèse 3D, il est aussi un acteur du monde numérique. Mais il a besoin d'un matériel pour pouvoir produire. Il a besoin d'un ordinateur, il a besoin de l'électricité, il a besoin d'une connexion Internet. Donc, on revient au développement. Donc, ces technologies viennent révolutionner, mais elles sont quelque part liées par des contraintes qui existaient déjà, des contraintes vieilles comme le monde. C'est-à-dire, pour allumer un ordinateur, il faut avoir de l'électricité. Et si vous n'avez pas d'électricité, vous êtes à la traîne par rapport à celui qui en a 24 heures sur 24. Il y a une certaine infrastructure qui doit exister au préalable. Une des plus grandes révolutions, je ne sais pas moi, de ces 20 dernières années, c'est quand même l'invention du smartphone. Surtout quand je regarde chez nous, on a peut-être sauté un peu l'étape de l'ordinateur qui n'a pas été suffisamment utilisée par les Congolais.
On est passé presque directement au smartphone. Tu vois, tu parlais de contraintes comme l'électricité qui reste, hein, aussi un vrai challenge pour notre société, mais le smartphone et on voit aujourd'hui la prolifération, que ce soit des banques d'énergie, les power banks et tout ça fait que on a de plus en plus accès à l'énergie. On a de plus en plus accès par rapport à il y a 5-10 ans. Et le smartphone permet aujourd'hui à tout le monde d'accéder à Internet plus facilement. Aujourd'hui, la bataille entre les télécoms fait que c'est de moins en moins cher d'accéder quand même à Internet. D'un autre côté, je me dis que ça mène d'autres challenges pour une société qui n'a pas découvert, qui n'a pas maximisé sur l'ordinateur. Parce que je vois tellement de jeunes aujourd'hui, par exemple, qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui savent manier à la perfection un smartphone et qui n'ont aucune idée des notions de base de l'informatique. Et ça, donc, d'un côté, c'est positif. Le smartphone nous a amené plus de possibilités et a, je crois, catapulté même la pénétration d'Internet. Si on parle aujourd'hui d'accès à Internet qui est à 8%, et c'est déjà bien, mais je crois que s'il n'y avait pas les smartphones, on serait à 2%. J'ai toujours un exemple que je pose toujours quand j'entends qu'on me dit que voilà, les gens utilisent le smartphone sans savoir comment fonctionne l'informatique, ce que c'est que l'informatique. C'est un peu l'image de la personne qui conduit la voiture, sans savoir comment ça fonctionne. Il sait qu'il faut appuyer sur une pédale, passer sur la deuxième, la troisième et puis avancer. Le smartphone, en fait, c'est un ordinateur qui est orienté consommation. Produire du contenu numérique avec un ordinateur est beaucoup plus aisé que le faire avec un smartphone. Il n'a pas été conçu pour ça à la base. C'est un outil vraiment qui a été conçu pour de la consommation. Même si aujourd'hui, il y a des moyens, bien sûr, de produire à partir d'un smartphone. Mais ce n'est pas l'objectif premier, ce n'est pas le but pour lequel il a été conçu. Par exemple, créer un programme informatique ou créer un site internet à partir d'un smartphone, ce n'est pas du tout aisé. Vous avez déjà la taille de l'écran, vous avez la manière de toucher, vous utilisez quasiment 2 doigts seulement pour interagir avec votre écran tactile, alors que l'ordinateur a toutes les touches nécessaires, une souris à côté, tout ce que vous voulez. Donc l'ordinateur a vraiment été créé dans le but de générer du contenu numérique. Créer des programmes, créer des sites web. Le smartphone, lui, il est plus pour consommer. Il faut dire aussi que le smartphone est d'abord, à la base, un téléphone qui a évolué. C'est aujourd'hui une fusion entre plusieurs appareils. Il y a le téléphone, le vieux téléphone, il y a une calculatrice, un agenda. En fait, le smartphone est un fourre-tout. Je sais que le terme a l'air péjoratif, mais c'est un gros fourre-tout de beaucoup d'appareils. C'est un outil qui est orienté consommation. Alors, les jeunes qui sont passés au smartphone sans passer par l'ordinateur, oui, c'est vrai que dans notre pays, il faut dire que dans les débuts de l'informatique, nous n'avons pas vraiment eu accès aux ordinateurs. Nous allons revenir encore à un problème de coût de matériel et tout ça. Mais en gros, le smartphone n'étant pas le même outil exactement que l'ordinateur, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'ils aient perdu au change en passant directement de l'ordinateur au smartphone. Ce n'est pas exactement la même chose. Je suis pas totalement d'accord avec toi parce que, tu vois, tu dis que le smartphone est à la base orienté consommation. Et ça, pour moi, c'est le problème avec notre génération, c'est que nous sommes en train de devenir une génération orientée consommation, plus que production. On a 4 millions de jeunes de jeunes de plus de 18 ans qui pourraient avoir un travail, devraient devenir productifs pour notre société. Rien qu'à Kinshasa. Mais il n'y a pas assez d'entreprises pour employer 4 millions de personnes. Il n'y a pas assez d'emplois. Ça veut dire que ça va être un vrai problème si ces jeunes n'arrivent pas à devenir autosuffisants, n'arrivent pas à être productifs. Et quand je regarde, j'ai l'impression qu'on est la génération la plus improductive. En termes de ratio, du nombre de personnes qui produisent sur la population globale, on est près de 80 millions d'habitants en RDC. Et combien produisent au quotidien? On passe 8 heures en moyenne par jour sur Facebook. Ça, c'est pour moi un problème parce qu'il y a une vraie fuite de productivité et c'est le pays qui paye. C'est très gourmand. Les réseaux sociaux sont très gourmands en temps, en fait. C'est vrai que ce temps aurait pu être orienté à faire autre chose. Totalement. Et surtout que nous utilisons des réseaux, sur les mêmes réseaux, par exemple Internet, on peut apprendre, on peut travailler, on peut faire beaucoup de choses. Le loisir, dont les réseaux sociaux font partie du loisir, pour certains, parce qu'il y a une minorité pour qui c'est aussi un travail. Mais pour la majorité, c'est un loisir. Alors, les loisirs occupent, c'est vrai, presque 90% du temps de connexion ici chez nous, des Congolais en RDC. Par rapport à ce que tu viens de dire, je voulais parler de la possibilité, de la chance que représente les NTIC, dans la possibilité de créer de l'emploi, susciter même d'abord des vocations. Parce que créer l'emploi, ça suppose peut-être qu'il y ait déjà des entreprises qui existent dans ce domaine et qui cherchent à recruter. Mais moi, je veux même jusqu'au niveau de susciter les vocations.
au niveau, chez ces jeunes-là. On leur dit, vous utilisez Facebook, c'est génial, vous utilisez Snapchat, c'est génial, mais est-ce que vous savez comment c'est fait? Vous savez comment ça fonctionne? Vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que quand vous voyez ce que ça vous procure comme joie à surfer dessus, est-ce que ça vous donne envie de vouloir produire quelque chose vous aussi? Parce qu'à la base, l'informatique n'a pas été créée pour qu'il y ait d'un côté des producteurs d'informations et de l'autre des consommateurs d'informations. Non. L'informatique a été créée à la base. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a certains qui gardent cette idéologie qu'on appelle le open source. C'est toute une philosophie. C'est-à-dire que c'est une philosophie d'échange. Chacun peut créer du contenu informatique et échanger avec des gens. Il y a des programmes qui sont comme ça, créés, ils sont gratuits à l'utilisation, mais nous échangeons. C'est-à-dire que tout le monde devait être capable de produire et d'échanger. Mais comme dans tout domaine, le capitalisme s'accapare des choses et on a d'une part des gens qui produisent et d'autre part des gens qui consomment. Mais pour ce qui est du chômage ici en RDC, il y a quand même, il faut le dire aussi, il y a un mouvement start-up ici qui est assez fort. On a partout, il y a des grosses sociétés ici de télécommunications qui organisent des concours de start-up où des jeunes doivent emmener des idées pour proposer. Ici, on a ce mouvement-là quand même aussi. Les jeunes sont désireux. C'est pour ça que je disais, il y a chômage, oui, c'est vrai. Mais il y a quand même une volonté auprès d'une classe de jeunes de pouvoir s'approprier, parce que c'est bien de ça qu'il est question, les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour produire de la richesse, produire de l'emploi. Et moi, j'ai un bon exemple. Mon exemple, moi j'ai été introduit à l'informatique et aux nouvelles, et surtout aux multimédia. Ça fait peut-être 15 ans maintenant, et c'est quelque chose que je déplore aujourd'hui chez les jeunes. J'attribue ça un peu aussi à la mauvaise exploitation, mauvaise utilisation du smartphone qui a tout chamboulé. C'est que à l'époque, on était passionnés, on a découvert l'informatique. On a découvert l'informatique, mais que de manière productive. Ça veut dire qu'on a découvert des logiciels comme les Photoshop, les Adobe Dreamweaver à l'époque. On voulait produire des choses. Et nos passions sont nées de ça. Après, certains se sont écartés de ce chemin. D'autres, mais pour beaucoup, on est resté dans cette capacité d'utiliser un ordinateur pour produire quelque chose. Après, moi, par exemple, je me suis spécialisé dans des logiciels comme PowerPoint, Excel, qui sont de vraies ressources, même pour trouver de l'emploi. Mais il faut dire d'ailleurs que si vous devez voir les chiffres de Pôle emploi, rien qu'en France, les postes, les domaines où les compétences sont les plus recherchées, c'est les domaines de NTIC. Ça reste le NTIC en tête. Ça veut dire que la demande de l'industrie des NTIC par rapport à une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, parce que c'est une science qui va tellement vite, les choses vont tellement vite. L'informatique, en général, le numérique, avance à une telle vitesse qu'il y a des disciplines qui se créent quasiment chaque année. Et même dans les pays les plus développés, on est à la traîne pour trouver les personnes qualifiées pour ça. Je suis des personnes qui pensent, peut-être que c'est assez cru, mais que notre système éducatif n'est plus adapté aux besoins de la société actuelle. On a un système éducatif qui est parfait pour le 19e siècle, mais pas forcément pour la société actuelle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu penses du rôle que la formation et que le système éducatif actuel joue dans l'appropriation des NTIC? L'État a un système que nous avons hérité de l'époque coloniale et la seule chose qui doit former des hommes modernes, l'école reste la même. Les mêmes bâtiments, la même forme, le même cursus, sans regarder le monde. Parce qu'en fait, vous devez relâcher dans la nature des personnes formées. Et ces personnes doivent aller dans un univers où il y a une industrie, il y a du travail, il y a des métiers, il y a des choses à faire. Mais si dans la formation, ils restent dans une bulle, et qu'une fois qu'ils sortent de cette bulle, ils deviennent c'est pour être inadaptés, ça pourrait être des outils inutilisables dans la vraie vie, il y a un problème à mon avis. Et en ce qui concerne les NTIC, il y a une centaine de métiers au moins qui existent. Rien que par exemple les métiers d'Internet, une centaine de métiers dont les filières de formation n'existent pas ici. Ça n'existe quasiment pas. Votre seule manière d'apprendre, c'est d'immigrer ou carrément de faire de l'autodidacte. Comme moi, personnellement, tout ce que j'ai appris sur l'informatique, je suis un autodidacte. Mais là, ça vous demande une discipline et une volonté de faire. C'est vrai que dans beaucoup de domaines, il n'y a pas que dans les NTIC. Tout le monde parle de cette réforme qu'on attend, qu'on espère, de l'éducation, du système d'éducation nationale au Congo, mais le constat est beaucoup plus amer dans le domaine des NTIC, qui sont une technologie relativement nouvelle. Et il est clair pour moi que l'université, les instituts supérieurs, les grandes écoles, les écoles supérieures doivent s'adapter. Sinon, les élèves qu'ils produisent, les étudiants qu'ils produisent, deviennent des outils quasiment inutilisables ou des outils qui doivent aller suivre des formations supplémentaires en sortant de l'école. Or, le rôle de l'école est aussi quelque part la formation pour préparer les citoyens à la vie active. Et moi, je vois par exemple, combien d'écoles
ont une salle d'informatique digne de ce nom. Moi, je me souviens quand j'étais en 5e, 6e secondaire, dans le cours d'informatique, on a eu accès à la salle 2 fois de toute l'année. Même les écoles privées qui sont autonomes financièrement, parce que ça reste quand même des business très florissants à l'école. Tout le monde, tous les parents mettent leurs enfants à l'école. Les écoles coûtent de plus en plus cher, mais les parents s'alignent. Ça, c'est la priorité dans le budget familial. Mais les écoles n'investissent pas non plus. Ce serait plus simple si c'était le système que, je ne sais pas, le ministère de l'EPSP imposait à ces écoles. Dans un monde idéal, ce serait ça la solution. Mais même les écoles devraient, surtout les écoles privées, pouvoir être autonomes dans la vision et le cursus qu'elles proposent. Oui, il y a 2-3 universités privées, autres instituts qui proposent des cursus liés à l'informatique. Mais encore, il y a une problématique en ce qui concerne les NTIC, le numérique et l'informatique, c'est que ce sont des techniques qui évoluent très vite. C'est-à-dire, pour pouvoir s'adapter, il faut soi-même être très dynamique. C'est-à-dire, ces écoles doivent avoir un programme qui doit évoluer quasiment tous les 3-4 ans, 2 ans, si pas 2 ans, parce qu'on a des versions 2.0 de presque tout, presque chaque année. Il y a moyen, à l'heure actuelle, d'intégrer dans notre programme national d'éducation ces métiers-là, parce qu'il s'agit bien de métiers. On a des métiers, on a des métiers de médecin, des métiers d'agronome, des métiers, tout ça, où il existe des filières, où on forme des personnes pour ça. Mais dans les métiers de l'informatique, c'est l'informatique générale d'abord, et puis on enseigne pendant 5 ans l'informatique. Dans les 5 ans, vous avez 4 versions d'un système d'exploitation. Vous avez les ordinateurs quantiques qui vont arriver bientôt, et vous serez là en train d'étudier pendant 5 ans, faire une licence en informatique, alors que la science à l'extérieur de là est en train d'évoluer à une vitesse grand V. Bon, certaines personnes malveillantes disent que c'est dans l'intérêt de l'État de garder les gens dans le cursus universitaire pendant aussi longtemps que possible, parce que tant qu'ils sont dans l'université, ils ne sont pas officiellement au chômage. Ce sont des étudiants. Mais ailleurs, on fait une licence en 3 ans. On fait un master en 2 ans. Qu'est-ce qui explique que chez nous encore, il faille 5 ans pour avoir une licence et aller rajouter encore quelques années supplémentaires pour avoir un master? Ça, je ne sais pas si le but est vraiment de garder les gens sur le banc de l'école ou si le but est de préparer des citoyens utiles à la société. Alors, offrir un métier, c'est rendre un homme utile dans la société. C'est ça le but ultime. Alors, nous avons beaucoup de domaines où des efforts sont faits, mais dans le domaine, notre centre d'intérêt pour ce soir, il n'y a aucun effort jusqu'à l'heure actuelle, surtout si nous devons partir sur les universités d'État. Nous devons aller dans le programme officiel. Il n'y a rien qui est prévu pour la centaine de métiers qui existent dans les NTIC. Vous allez des beaux-arts, où il y a la production de contenu numérique, la 3D, l'imagerie, tout ça, vous passez par l'architecture, où aujourd'hui les plans se font en 3 dimensions, on a des images de synthèse. Vous revenez même à l'imagerie médicale, parce qu'aujourd'hui l'imagerie médicale est passée à la 3D, c'est du numérique, c'est de l'informatique. Vous avez l'Institut supérieur de technique médicale, l'ISTEM, qui est là, qui n'a pas encore adapté ça. Et qui a des années-lumière d'adapter ça. On se plaint que les étrangers ramènent des sociétés et engagent des expatriés. Mais on doit quand même reconnaître que dans certains domaines de pointe, il n'y a pas la main-d'œuvre. Avant de crier au scandale, on nous vole le métier, nous devons quand même reconnaître que nous n'avons pas ces filières-là. Elles n'existent pas. Aujourd'hui, vous avez le cinéma conventionnel qui est filmé avec des caméras. Et vous avez le cinéma qui est totalement fait en 3D, comme Shrek. Je vous donnerai l'exemple de Shrek. C'est monté dans un ordinateur. Tout est monté à partir d'un ordinateur. Mais ces métiers-là n'existent pas ici à l'INA, l'Institut national des arts. Il n'y a pas cette filière de cinéaste 3D ou d'artiste 3D. Ça n'existe pas. Donc voilà. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, mais je pense qu'on peut prendre des exemples. Il y a eu des pays comme l'Inde qui étaient, il y a peu, à la traîne comme nous, les pays subsahariens. Mais aujourd'hui, nous avons l'Inde qui se retrouve avec le plus important nombre d'ingénieurs formés. Et on retrouve des Indiens à la tête des grosses sociétés comme Google. On a des ingénieurs indiens quasiment partout. Parce que l'État a donné une impulsion à son programme éducatif. Aujourd'hui, il l'a modernisé, l'a transformé. Aujourd'hui, les Indiens s'exportent. Ils exportent leur savoir-faire partout. Même ici, chez nous, nous avons des Indiens. Allez voir un magasin indien, proposez-leur de leur faire un logiciel pour gérer leur magasin. Ils vont vous dire, non, j'ai mon cousin, j'ai mon frère, j'ai 4 cousins à New Delhi, là-bas, qui peuvent faire ça. Et ils ont créé une valeur, ils ont créé de la richesse, ils ont donné des métiers aux gens. Ils leur ont donné une chance. Et les écoles se sont adaptées. C'est l'État qui a donné la direction. Et la chance dont tu parles, c'est qu'ils n'ont pas simplement rendu leur population locale plus apte à pouvoir apporter au PIB national, mais ils les ont rendus plus aptes à un niveau mondial. Ça veut dire que oui, et l'Inde bénéficie plus que n'importe quel pays au monde. Ces entreprises s'installent chez eux.
Google est là, Apple est là, Amazon est là, ils ont créé de l'emploi parce qu'ils ont créé des compétences. Et l'ingénieur américain en informatique coûte beaucoup plus cher que l'ingénieur indien. Au même niveau égal, au niveau égal de compétences, si pas plus, une compétence plus élevée du côté indien, mais l'américain aujourd'hui, se payer un ingénieur informaticien américain vous coûte les yeux de la tête. Beaucoup ont délocalisé. Vous avez des villes en Inde où il n'y a que ces grosses entreprises, on délocalise quasiment tous les services numériques vers eux. Parce qu'il y a une main-d'œuvre. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment les Indiens. Parce qu'aujourd'hui, la distance n'est rien. Grâce au réseau, on peut mettre un call center à l'autre bout du monde, on peut mettre un laboratoire de développement à l'autre bout du monde, on a les autoroutes de communication. Ce sont les compétences qui comptent. La volonté n'est rien sans les compétences. En attendant que le système éducatif fasse son retard, ce qui peut prendre des lustres, moi, je reste de l'école des autodidactes. Je reste de l'école un peu des self-made men, des gens qui, très tôt, moi, je ne croyais plus dans le système éducatif. J'y suis allé pour avoir un diplôme, pour faire plaisir à maman, pour faire plaisir au système, pour avoir plus de chances d'être embauché peut-être au départ. Mais dès la 3e, 4e secondaire, moi, je savais que l'université ne m'intéressait pas parce qu'elle allait me ralentir, je pensais. Et donc, moi, je crois dans l'auto-formation. Je crois, et Internet aujourd'hui nous permet d'apprendre tout de chez soi. Il suffit d'avoir un seul outil, un ordinateur et une connexion Internet. Et on peut apprendre quasiment tout. Et il y a des métiers qui sont aujourd'hui plus faciles. Moi, j'ai appris récemment à monter des vidéos. Ça m'a pris un cours de 20 minutes. Et ensuite, j'ai monté ma première vidéo. Depuis, je monte toutes les conversations tout seul. J'ai de la compétence maintenant en montage que j'avais pas il y a 3 mois. Et ça, c'est la preuve qu'on peut tout apprendre aujourd'hui tout seul et avoir de la valeur ajoutée, être capable d'aller trouver un boulot, être capable de créer de soi-même de la richesse. Mais ce que je déplore le plus, c'est que je reviens toujours sur cette histoire de ce concept de productivité ou surtout de comment on est improductif aujourd'hui. Quand je vois des jeunes qui passent en moyenne 8 heures par jour sur leur téléphone, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, 8 heures par jour, c'est 10 000 heures en 3 ans. 10 000 heures, c'est le temps minimum qu'il faut mettre dans la pratique d'une compétence pour devenir un expert. Et on a des jeunes qui passent 8 heures par jour sur Facebook, à consommer Facebook. J'aurais aimé que ça se fasse si Facebook était un produit made in Congo, si on avait notre propre Facebook, parce que avoir autant de personnes qui passent du temps sur le Facebook congolais, ça voudrait dire que ça crée de l'emploi, ça développe un produit qui développe notre PIB, qui développe notre pays ultimement. Mais on a une grosse consommation de loisirs, mais de loisirs qui ne bénéficient pas à notre pays, qui ne bénéficient pas à nous-mêmes, nous, ses propres jeunes. Et on devrait changer ça, on devrait passer à un mode où on commence à produire avant de consommer. Coupé!